mardi sur Radioactive, on retrouve JP, parce qu'il y en a mardi. Et la dernière tune pour la soirée dancehall ce soir, on va envoyer une combinaison Barrington Levy avec Gibson. Écoute ça, à la semaine prochaine, bye bye. Radioactive 101.9 et voilà, on commence comme ça direct parce que le générique a simplement disparu du cartoucheur. Et on va t'en savoir, voilà, c'est pas l'effet tout en Macron peut-être. Je voulais commencer cette émission, alors je ne sais pas. G2L va peut-être arriver, Poupette va peut-être arriver. Dans l'immédiat, je me retrouvais un peu comme Pascal Obispo, seul au monde. Pour les gens de ma génération se rappelleront de ce titre. Donc bref, on va essayer de quoi qu'il se passe de faire l'émission, parce qu'il y a de quoi faire quand même cette semaine. Entre les nominations de cet après-midi qui n'ont pas eu lieu, du fait d'attendre de 24 heures, histoire de vérifier que tout le monde soit compatible fiscalement et dans les délits d'ingérence. Donc voilà, et je ne sais pas pourquoi, ce soir, je voulais démarrer l'émission. C'est peut-être parce qu'il y a ce blizzard Macron qui est en train de séduire peut-être tout le monde. Angela Merkel hier soir, l'équipe des JO ce midi, et on va démarrer simplement avec le blizzard de l'équipe Fauve.
Tu es infiniment heureux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, imprudent, tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi, parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Qu'est-ce qui te prend de faire des trucs pareils? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non, mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle, c'est pas important. Moi, je te trouve magnifique. Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, je m'en suis toujours pas remise. Et puis comment je stresse en toi, moi? Et puis comment l'univers il stresse en toi? Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas ceux qui disent que lorsque l'étape bouge, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus. On aura tout oublié, comme si ça n'avait pas existé. En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi tout seul le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse? Tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini. Tu nous entends la dignité? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour? Tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais depuis on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers? Tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends? Tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes, y a un blizzard. Tombé mystique, loser au grand cœur, il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains, sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime. Que la vie est un casse du siècle, un putain de prime en rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard. C'est ça, c'est fini. Radioactive 101.9, il y en a mardi, on vient écouter le groupe Fauve avec le Blizzard. Toujours que j'y pète un plomb tout seul à l'antenne, on va continuer, on va s'y habituer. Je voulais vous repasser quelque chose parce que c'est vrai que la soirée en fait qui s'est passée au Louvre en fait pour la victoire d'Emmanuel Macron, cette soirée pour ceux qui se sont un peu intéressés a été un gouffre disons culturel un peu sans nom. Et c'est vrai que durant les différents mardis, j'ai essayé de retrouver en fait les différentes modules d'artistes passés durant cette soirée. Très très difficilement parce que toutes les vidéos étaient supprimées. Je pense que le spectacle était très très moyen. Sauf que
on a quand même réussi, grâce à les équipes de Yann Barthès du quotidien, de retrouver en fait un peu les enregistrements de la soirée. Et je vous propose d'écouter tout simplement ces différents artistes qui étaient programmés ce soir-là, le soir de la fameuse soirée du Louvre. Au Louvre, en pointillé, dans les soirées électorales, et c'est bien dommage, car nous avons reçu les images ce matin. Comment dire Ce soir, c'est le monde qui regarde cette pyramide. Attention, frisson. Oui, la soirée du président élu était, comment dire Ce soir, c'est le monde qui vous regarde. Comment qualifier la soirée d'hier? Alors je cherche et je ne trouve pas de mots. C'est un artiste international. Je vous demande d'accueillir Chris Cab. This was called Englishman in New York. International, mais international hors France, c'est ça? Welcome to France, Chris. Et je crois que le président Obama lui a demandé de nous faire un mot ce soir. Chris. Alors on n'a pas vérifié l'info sur Obama et Chris Cab, on ne vérifiera pas. Après Chris Cab, la suite du spectacle. J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir un des plus grands DJ de la scène française, Michael Canitro. Merci de lui faire un triomphe. Comment ça va le Louvre? Est-ce qu'on pourrait écouter l'excitation des gens qui accueillent l'un des plus grands DJ de la scène? J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir un des plus grands DJ de la scène française, Michael Canitro. Après, bon, c'est pas simple d'animer des soirées. Non. Il y a encore de grands artistes qui seront avec nous ce soir. Est-ce que vous connaissez les Magic System? Je n'ai pas entendu les Magic System, vous les connaissez? Non mais la Magic System, ça va. Si tu avais mal contablement, si tu avais mal contablement, Mais tout d'un coup, le clou du spectacle. Nous allons encore accueillir un artiste. C'est un rêveur. C'est un sculpteur. Il s'appelle Richard Orlinski. Merci pour lui. Ok, un rêveur, un sculpteur, ok. est-ce qu'on a gagné ce soir? Alors on va faire la fête. Vive la France! Ouais, alors lui, son art, il est simple, c'est d'être sur la scène le soir d'une élection présidentielle et de ne rien faire. Mais rien. R-I-E-N, rien. Voilà, il est sur la scène et il fait rien. Free from desire. Free from desire. Après, il a dit, allez le Louvre! Allez le Louvre! Chaco, il a ajouté, on est beaucoup ce soir! On est beaucoup ce soir! Voilà, ensuite, il a rien fait. Et puis après, il a répété, allez le Louvre! Allez le Louvre! Et juste avant que le président Macron n'arrive, il a fait un édito politique. Je vous rejoins à faire une super ovation quand il va arriver, parce que je pense que ça a été un moment long, compliqué, et il s'est beaucoup battu et il a réussi quelque chose d'incroyable. Ouais. Que peu de gens réussissent, et franchement c'est génial. Ouais. Après, il a enfilé des perles, hein. Vous êtes chaud et vous êtes toujours là. Ah oui, il y a eu un problème technique aussi. Bon, ça va reprendre, c'est la platine qui a bugué. Ouais. Donc vous êtes toujours là quand même. Ouais, bah ouais. Pa, pa, ra, pa, 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 ra, pa,
ma chère poupette. Bonsoir JB, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Très heureux de te voir. Tu avais entendu parce que je vous épargne une image. Parce que c'est. Mais en fait, ces vidéos de cette prestation sont pratiquement introuvables à l'heure actuelle sur le net. Ça a été supprimé, évidemment. Je ne comprends pas comment. Je sais pas, on se prétend quand même faire de l'événementiel quand on fait de la politique. Et là, on a deux doigts d'une kermesse de casser, quoi. C'est quand même, on a quand même élu un président dont le boulot c'est la communication et le management. Là je comprends pas. Oh, là, c'est plutôt le nettoyeur, c'est Jean Reno. Plutôt, tu vois, qui vient de dilapider la gauche, il dilapide la droite. C'est beau bordel aujourd'hui quand même aussi, hein. Moi je suis contente parce que on va pouvoir ressortir nos banderoles, on va pouvoir chausser nos baskets et puis redescendre dans la rue. C'est chouette, c'est Farban qui chantait. Oui, c'est ça, elle est chouette, viens, c'est sympa, tu verras. Alors cette semaine, il s'est passé plein de choses, plein. Déjà, bon, on va pas. Déjà, le gouvernement, on ne le connaît pas. Pour l'instant. Tout a été décalé de 24 heures pour des raisons que je rappelais en début d'émission, de vérification de tout ce qui était fiscal et délit d'ingérence de certaines personnes qui étaient quand même, pour pas retrouver dans les galères d'Hollande ou de Sarkozy en son temps. Et également... Ça commence mal, là. Donc, simplement, il semblerait que Nicolas Hulot ait accepté le ministère de l'écologie. Donc, on verra ça à la réponse. Là, il a un bon... Il semblerait que Le Drian garde son poste de ministre de la Défense. Oh, des nouvelles têtes, c'est bien. Va falloir qu'il m'explique par contre si c'est une vérité, qu'il m'explique, qu'il explique surtout à l'ensemble des concitoyens, s'il prend Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie. Bah, si ça se confirme, comment il va expliquer d'avoir un mec qui est pro Notre-Dame-des-Landes, qui est ancien directeur de chez Areva, aux manettes, Premier ministre, avec Nicolas Hulot. Et comment Nicolas Hulot, du coup, lui, accepte un poste de ministre? Petite casserole au cul quand même, monsieur Édouard Philippe, par rapport à l'époque où il était arrivé à dire... ça commence à remonter, en fait, sur la rachat d'uranium, tout ça, à l'époque. Donc, on va... Alors, pour l'instant, c'est pas confirmé, Nicolas Hulot. Je l'ai appelé, en fait, Gérard Philippe. Gérard Philippe, c'est bien aussi. Alors, cette semaine, il s'est passé ça. Allez. Emmanuel Macron fait son entrée dans la cour de l'Élysée sous le regard bienveillant de François Hollande. Tu m'étonnes. Devant la garde républicaine, le président élu arpente le tapis rouge, lentement, avant d'être accueilli par le président sortant. Les deux hommes rejoignent ensuite le bureau présidentiel où ils vont s'entretenir. Plus d'une heure après, ils ressortent de leur huis clos. Le président sortant a alors transmis les secrets d'État à son successeur, et notamment les codes de l'arme nucléaire. On ne parle que de ça. Accompagne ensuite François Hollande à sa voiture. Dernier geste du président sortant envers son successeur. Dernier message aussi. François Hollande quitte l'Élysée sous les acclamations. Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron est officiellement investi dans ses nouvelles fonctions par le président du Conseil constitutionnel. Vous avez recueilli 20 743 128 voix. Il est ensuite élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci. Pour son tout premier discours en tant que président, Emmanuel Macron affirme qu'il veut rendre aux Français leur confiance en eux. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Après avoir pris le temps de saluer ses invités, Emmanuel Macron passe les troupes en revue dans les jardins de l'Élysée. Au même moment, 21 coups de canon sont tirés depuis l'esplanade des Invalides. Emmanuel Comme pour la naissance du dauphin de Napoléon. De la République. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe?
C'est où exactement? Je regarde en Essonne, quelqu'un découvre quelque chose et se dit La seule. Alors, je crois que c'est Dupont-Aignan qu'on entend. On découvre en fait que le FN met une liste devant sa gueule en fait. Oui. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, qui vient devant Valls dans son... T'as pas entendu parler ici? Ah, alors je croyais que En Marche laissait Valls tranquille dans sa circonscription. Peut-être En Marche. Et qui a décidé d'aller contre Emmanuel Valls aujourd'hui? Du coup, je ne sais pas. Francis Lalanne. Pense à moi comme je t'aime. Et pourquoi moins Francis Lalanne que Manuel Valls? Après tout, moi je serais dans l'Essonne et je glisserais peut-être plus facilement un billet à Francis Lalanne qu'à Valls. Formation du jour. J'irais plus facilement voter Lalanne que Valls, hein, ça. Alors, on parlait de Gérard Philippe. Édouard Philippe, allez, écoutons. Peu connu des Français, Édouard Philippe est un très proche d'Alain Juppé, qu'il a épaulé au moment de la création de l'UMP. Édouard Philippe est un homme de grande qualité pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Édouard Philippe rejoint l'équipe municipale du Havre en 2001 et devient maire de la ville 9 ans plus tard. En 2014, il est élu dès le premier tour. Il fait beaucoup de choses. Et puis c'est quelqu'un qui bouge. Après on partage ou on partage pas les idées, mais il a quand même vraiment œuvré pour la ville. La seule chose, c'est qu'on le perdrait comme maire. Ça, ce serait dommage. Une petite ville comme ça, hein, il monte d'un seul coup, c'est un peu bizarre quand même. Il n'a jamais été dans un gouvernement et encore moins Premier ministre. Donc est-ce qu'il a l'étoffe pour? Je ne sais pas. Depuis 2012, Édouard Philippe est également député de Seine-Maritime. Ses collaborateurs pointent un homme rassembleur et exigeant. Pour avoir beaucoup travaillé avec lui, moi ce qui m'impressionne, c'est tout d'abord sa faculté à ingurgiter. Et quand je dis c'est ingurgiter, c'est être capable d'absorber très vite des dossiers très différents les uns des autres. Outre la mairie du Havre et l'Assemblée nationale, cet énarque de 46 ans passe beaucoup de temps dans cette salle de boxe. 3 fois par semaine, il est coaché par Majid Nassa. Le bénéfice que l'on a aussi, c'est la capacité à être dans le dépassement de soi, la capacité à subir un peu la difficulté, parce que quand je vous dis qu'on boxe, on boxe, c'est-à-dire qu'Édouard donne des coups, mais il en reçoit aussi. Pendant les primaires, Édouard Philippe devient l'un des porte-parole d'Alain Juppé. Quand François Fillon est mis en examen, il quitte son équipe de campagne. Il est depuis très discret. Et voilà. Et nous remercions aussi notre chère Marie-Love qui c'est sur le Facebook Live de Radioactive qui a crié Lalanne. Tu vois, elle connaissait la réponse. Mais elle est au taquet sur ce genre J'aime beaucoup d'informations. cette interactivité entre la radio, le Facebook et tout ça. Je voulais savoir, Édouard Philippe, on va l'écouter, mais il y a 2 ans. Et que dit, c'est bien des modules, il me semble, de France Inter. Et qu'est-ce qu'il disait? Il a été rocardien, encarté au PS pendant 2 ans. Il a traversé le port du Havre à la nage. Il collectionne les boutons de manchette, vénère à la fois Bruce Springsteen et Alain Juppé, mais si Édouard Philippe. Député LR de 46 ans a de bonnes chances d'être nommé Premier ministre ce matin. C'est que comme le nouveau président, il ne croit pas au clivage gauche-droite, ce qu'il disait il y a 1 an et demi, avant même la mise en marche d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, au micro de France Inter. Moi, je me souviens très bien avoir lu et avoir été frappé par un livre de François Gogel qui expliquait que le vrai bon clivage qui permettait d'expliquer l'histoire politique française, c'était moins le clivage droite-gauche que le clivage entre l'ordre et le mouvement. Entre ceux qui essayaient de conserver, mais qui n'étaient pas la droite, nécessairement. Et ceux qui, au contraire, basculaient systématiquement dans le camp du mouvement, c'est-à-dire dans le camp de la transformation, dans le camp de l'adaptation, dans le camp de l'ouverture. Et cette analyse de la vie politique par François Gogel, moi, m'a beaucoup frappé. Parce que je ne connais pas de sujets, et même les sujets sociétaux, qui ne dessinent pas des lignes de clivage qui se résumeraient à l'opposition droite-gauche. Sur le sujet européen, vous l'avez dit, sur les sujets de politique économique, sur les sujets de politique internationale, il n'y a pas, en vérité, de ligne qui serait d'une simplicité suffisante pour déterminer ça c'est la droite et ça c'est la gauche. Édouard Philippe, député maire du Havre, dans l'émission Agora de Stéphane Paul. Il faut rappeler que monsieur Édouard Philippe, en fait, a démarré sa carrière politique, en fait, avec Mélenchon. Hein? Oui. Qui lui-même est un ancien du PS. Exactement, et qui était rocardien aussi, lui, à l'époque. Voilà, donc...
Je voulais Ah faire... ben, Rocard, c'était quand même la droite de la gauche. Et Juppé étant considéré comme la gauche de la droite, Julien étant considéré, hein, pour moi, dès qu'on est au PS, on est déjà bien à droite. Mais ça n'engage que moi. Bon, je voulais faire aussi une thématique musicale pour notre nouveau Premier ministre. Et voilà, tout simplement, vous allez, je pense, comprendre le clin d'œil. J'en ai dans ma valise. Oh! Ça, j'étais...
on vient d'écouter un morceau de 1987 de Gérard Blanchard. Qui n'a pas pris une ride? Et qui ça? La Normandie ou Gérard Blanchard? Le morceau. Donc voilà, donc un petit clin d'œil à notre ami Gérard Philippe, que j'ai envie de l'appeler comme ça. Gérard Philippe. Édouard Philippe. Voilà. Bon, on a entendu Méo aussi cette semaine qui n'était pas content. L'autre qui disait au départ, qui disait je vais avec Macron, mais je veux rien en contrepartie. Hein, j'entends Bérou dire ça. Ah, il a dit ça, François, à un moment donné, en son temps, je ne veux rien en contrepartie. Mais je voulais faire un petit bond dans le passé de savoir qu'est-ce qu'il disait Bérou en 2015 par rapport à la création d'En Marche, juste quand il a créé, quoi, direct. Ah bah non, Gérard, ta gueule. Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que je puisse. Alors je vais dire, oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets qui autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Or, pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Mais c'était très juste ce qu'il disait il y a 2 ans. Oui, mais pourquoi il est allé? Mais pourquoi, François? Qu'est-ce que t'as fait? T'aurais mieux fait de rester sur ton tracteur peinard. Depuis cette semaine, c'est le bordel. Nathalie Kosciusko-Morizet, Thierry Solaire ou encore Franck Riester, nombreux sont les candidats des Républicains à bénéficier de la bienveillance d'Emmanuel Macron. En Marche ne leur oppose pour l'heure aucun adversaire dans leurs circonscriptions respectives. Un appel au rassemblement à peine voilé à rejoindre la majorité présidentielle. Vous avez vu qu'il restait 135 circonscriptions ouvertes. Vous avez des discussions qui sont en cours. Richard Ferrand l'a très bien expliqué hier. Expliqué le pourquoi, le tempo. J'espère que nous aurons la possibilité de construire cette unité nationale qu'on propose au pays et qu'on assume depuis le départ. Parmi les 428 candidats d'En Marche déjà investis, une vingtaine sont des députés sortants, tous de gauche. Pour rééquilibrer la balance, Emmanuel Macron pourrait nommer un Premier ministre de droite. Parmi les pressentis, Édouard Philippe, député maire du Havre, il est très prudent sur le sujet. Il faudrait voir. Parce que la situation politique serait nouvelle, parce que le fait politique serait nouveau, et que je ne vois pas comment on peut répondre par avance à quelque chose qui n'a jamais été proposé. La nomination d'un Premier ministre issu des Républicains pourrait être le signal que certains attendent à droite pour enfin franchir la ligne. Eh bien, il a franchi la ligne, parce que là, il semblerait que... là, c'est le bordel. Moi, j'ai entendu Barouin ce matin, il ne sait plus quoi faire. Quoi. Mais ils sont tous complètement paumés, parce que s'il y a une chose quand même qu'on peut reconnaître à Macron, c'est d'avoir... C'est c'est en tout cas d'être à l'image de l'électorat français, c'est-à-dire qu'on en a marre des clivages droite-gauche. Et c'est ça que les politiques institutionnelles n'arrivent pas à digérer. C'est que les Français et les politiques pensent que l'électorat leur appartient. Et les politiques n'arrivent pas à digérer que les Français ne veulent plus de droite, de gauche, mais de gens intelligents qui ont envie d'avancer ensemble dans la bonne direction pour faire changer et bouger les choses.
Je ne dis pas que c'est Macron qu'il faut, mais en tout cas, il faut que ça change, ça c'est certain, et il faut sortir de cette connerie droite-gauche, ça ne veut absolument plus rien dire, plus rien. La deuxième partie de l'émission, on va faire un petit... Bon, on va essayer de connaître un petit peu mieux notre nouveau président de la République, parce qu'il faut savoir que, voilà, 39 ans. J'ai un beau mec, ça. Oui, voilà. Et donc on va faire 3 étapes de vie de Macron. Ça va être après le bac, ça va être... il a 30 ans et il rencontre monsieur Attali. Très important, très grande rencontre. Et Macron et la banque, forcément, Rothschild, qui clôturera en fait la présentation de la carrière de notre ancien ministre de du budget. De l'économie. Mais en attendant, je te dis, ma poupette, on croirait que la programmation musicale ce soir, rien que pour toi. Parce que je pense qu'en quelques secondes, tu vas deviner, toujours dans notre thématique, l'artiste que nous allons écouter de suite. Je suis américain. Eric Chardin. Tout de suite. 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. On m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée. Mais dans le cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerisiers blancs, mais du Normandie. Et marre avec des canards, on cognait dans la prairie. Et le bon cidre doux, mais du Normandie. Les semelles du Normandie, les pommettes du Normandie. Un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour du Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour du Normandie. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es parti loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les vies. La guerre, je sais te la raconter. Mais enfants, qu'as-tu remonté? Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerisiers blancs, mais du Normandie. Des mares avec des canards, des pommiers dans la prairie. Et le bon cidre doux, mais du Normandie. Les oreilles du Normandie, les bonnets du Normandie. Un petit village tout plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour du Normandie. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour du Normandie. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée. Mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerisiers blancs, mais du Normandie. Des mares avec des canards, des pommiers dans la prairie. Et le cidre doux, mais du Normandie. Les œufs du Normandie, les bebets du Normandie. Un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour du Normandie. Qui donnent aux hommes de là-bas,
qui donne aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Moi j'ai rassuré tout de suite nos auditeurs. Mais non, c'était en hommage à notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, de son état, de sa personne et de sa Normandie d'attitude. Mais il est très fier d'être normand, hein. C'est un truc, tu sens qu'il est très accueillant. Ah bah, ils n'ont que ça, les pauvres Normands, leur fierté. Alors, on va passer dans le vif du sujet sur 3 petites modules de son pour un peu mieux connaître notre président de la République. Le jeune Emmanuel Macron a rempilé au lycée Henri IV pour y suivre la prépa littéraire, Hippocagne et Cagne. Dans cette antichambre de l'élite intellectuelle française, où la compétition est féroce, les jeunes étudiants se jaugent. Macron, il donnait un peu le sentiment que sa vie, ou qu'une partie de sa vie était ailleurs. Ce qui quand on est en classe prépa, notamment à Henri IV, est quelque chose de très baroque, enfin d'un peu qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'on est censé travailler 100% du temps. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral il avait toujours de bonnes réactions, voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa et en mathématiques il n'était pas très bon, mais en géographie, non. Il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure. Soit vous avez la solution, soit vous ne l'avez pas. Lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, bon, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Emmanuel Macron rate le concours de Normal Sup, le Graal des intellectuels. En 1999, il entre en 2e année de Sciences Po. Emmanuel Macron dévoile aussi à Sciences Po un autre trait majeur de son caractère. Un mélange d'empathie naturelle et de besoin de plaire. En tous les cas, le jeune Macron, en dehors de serrer des mains, commence à s'intéresser à la politique. Et, avec une bande de 5 copains, prépare le concours de l'ENA, l'école qui forme les hauts fonctionnaires et les ministres. Ensemble, les 6 amis réussissent le concours d'entrée en 2002 et passent désormais leur soirée à refaire le monde. Il y avait Manu, Aurélien, Gaspard, Frédéric Moget, Mathias Fichera aussi, qui aujourd'hui est auprès du maire de Paris. Tout ça, c'était un groupe assez soudé, hein. On a passé beaucoup de temps ensemble. Est-ce qu'à un moment, durant ces années ENA, vous sentez une ambition chez Emmanuel Macron? On en avait tous, hein. Je veux dire, vous prenez un échantillon de 6 ou 8 énarques de 22 ans, le degré d'ambition est assez élevé, hein, en moyenne. Hein. Donc je pense que à cet égard, voilà, on était tous dans le même élan, avec à peu près les mêmes références, etc. Donc son ambition se différencie pas de la nôtre. Voilà déjà, un parti de rencontre à l'ENA, mais 30 ans. Et bien il rencontre, on peut l'appeler le mentor de François Mitterrand également, parce que c'est Jacques Attali, qui était également le mentor en son temps de Nicolas Sarkozy. C'est plus Séguéla, oui, Sarko. C'est vrai. On va écouter ce passage à 30 ans. Quelques semaines après son mariage, Emmanuel Macron, 30 ans tout juste, est nommé rapporteur de la commission Attali, souhaitée par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République. Cette commission réunit une quarantaine de personnalités de la politique, des affaires, de la communication, et doit proposer un panel de réformes. Emmanuel, il était très habile, il était extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles
évidemment pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Et donc je lui dis, est-ce que vous avez envie de travailler pour la prochaine campagne présidentielle? Il me dit oui. Donc je lui dis, je vais vous présenter à quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous. Donc j'en parle à François Hollande, qui alors a commencé à percer comme candidat. Je lui dis, écoute, t'as pas de conseiller économique? Il me dit, non, j'ai personne. Je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un à présenter. Et j'ai présenté ici, dans ce salon, ce soir. Donc, voilà, comme quoi une carrière peut aller très très fulgurante. Ah bah, ça peut aller très vite. Mais il avait quand même l'intelligence qui lui permettait d'être placé. Parce que si ça avait été une grosse buse, personne n'aurait voulu le présenter à qui que ce soit. Donc, un peu ce qu'on lui reproche maintenant et son côté un peu obscur, c'est-à-dire la banque. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la banque? Début 2010, Emmanuel Macron devient le conseiller économique de François Hollande, candidat donné grand perdant des primaires socialistes à venir. Mais le jeune Merci fonctionnaire n'a pas Sofitel. mis tous ses œufs dans le même panier. Pressé d'agir, il a préféré se mesurer au monde de l'argent et est entré dès 2009 chez Rothschild, la banque d'affaires parisienne qui conseille les plus grandes entreprises de la planète. On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté et je dirais cet entretien pour moi a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire avait des qualités relationnelles qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare. Chez Rothschild, Emmanuel Macron fait du Macron. Si ses compétences techniques en matière de haute finance sont perfectibles, il excelle dans un domaine essentiel du monde de la banque d'affaires, la séduction des clients. En 2011, Macron marque les esprits en négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Pause musicale. Ah.
non, téléphone. Excellent quand même d'opposer les paroles à la réalité présidentielle. Bah oui. Excellent. Une petite transition qui est de bonne loi, comme on dit. Ah, je dis chapeau, j'applaudis des deux mains. Merci Sébastien qui nous a rejoint sur le Facebook Live, qui te salue Poupette, qui me salue en même temps. Alors je te fais le coucou à 10 à 15 secondes de décalage. Voilà, c'est ça. Je vais te le dire. Non, si c'est après, je vais faire coucou. Fais coucou maintenant parce que... Non mais j'ai fait coucou. Parce qu'il aura toujours le deuxième coucou, aura toujours 10 secondes de décalage. Macron-Hollande, les deux là. Allez, on va en parler des deux un peu. Hein. Le 15 mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée. Le nouveau président propose à Emmanuel Macron de devenir son secrétaire général adjoint en charge du pôle économie et finances. Celui-ci accepte avec gourmandise. Le lendemain de l'élection de François à l'Élysée, enfin le lendemain de son installation à l'Élysée, il m'invite à déjeuner dans un petit salon du bar avec Emmanuel. On est tous les trois. Et je sens bien l'importance d'Emmanuel, puisqu'il n'avait pas invité le secrétaire général de l'Élysée, ni quelqu'un d'autre. C'était Emmanuel Macron qui était à ce déjeuner, disons, de lancement de l'activité présidentielle. Donc je sens l'importance et leurs relations sont très intimes. Durant la première année du quinquennat, Emmanuel Macron est omniprésent dans l'ombre de François Hollande, soufflant notamment au président sa mesure économique phare, le pacte de responsabilité et de solidarité, qui abaisse les charges des entreprises pour stimuler l'emploi. Alors, qui en a senti les effets? Celui que le journal Le Monde a baptisé le Mozart de la finance, ce sont les trois dans ce rôle de Sherpa. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. 4 mois plus tard, fin août 2014, après le limogeage d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron est nommé à 36 ans ministre de l'économie dans le deuxième gouvernement Valls. Enfin, un rôle à sa mesure. Faites entrer l'accusé. Ouais, c'est à peu près ça. Même quand il a fait son premier album, il a fait sur la production sur les gros albums français. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. En négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer, au géant suisse Nestlé, pour 11 milliards de dollars. Un petit peu. Et voilà. Et en attendant la Brigitte, hein, parce que je tiens une petite surprise juste après la Brigitte. On va parler de ça pendant quelques minutes. Je ne sais pas si tu as regardé quelque chose samedi soir. Bon, mais j'ai regardé l'Eurovision. Brigitte Macron, On en parle après. première admiratrice de son époux. Main dans la main à chaque fois qu'il se déplace. Mais elle reste le plus souvent en retrait, sauf quand son candidat de mari en décide autrement. Allez, viens, Théâtre parisien, Bibi. cette soirée de mars est consacrée aux femmes. La future première dame prend la parole, l'une des rares fois durant cette campagne. Tous les jours, dans la rue, parce que moi je me balade, je marche beaucoup, et vous êtes là en me disant, allez-y, on vous aime, et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là. Elle remercie les anonymes, et lui J'aurais rend une Pretty hommage à Woman ceux en qui musique derrière, je sais pas partagent sa pourquoi. vie depuis 20 ans. Je lui dois énormément parce que elle a contribué à faire qui je suis. Tu fais mon Guigui quand j'avais 15 ans. Femme de caractère. Ça, c'est faux, Elle c'est rencontre faux. Emmanuel dans ce lycée privé d'Amiens. Lui est élève, elle est professeure de français et de théâtre. Épouse et mère de 3 enfants, elle fera fi du candidaton, divorcera et partira rejoindre Emmanuel à Paris. Janine était l'une de ses collègues et ce matin, elle décrit pour nous une battante. Rien ne l'effraie.
elle est adaptable à toutes les situations. Je la vois très bien. Brigitte n'a jamais donné le sentiment d'être mal à l'aise quelque part. Brigitte Macron, en tout cas, très affable. Dans les selfies, on y va. Elle l'a montré durant toute la campagne, posant volontiers pour des photos ou discutant avec les militants qui l'interpellent. Brigitte Macron, soutien indéfectible de son époux. Première dame de France depuis hier, quelle femme sera-t-elle demain? Son rôle sera en tout cas clairement identifié. L'ancien professeur a déjà laissé entendre qu'elle souhaitait s'investir dans l'éducation. Marie-Love a des questions très justes. À quel âge a-t-il quitté l'ENA? Ou à quel âge y est-il entré? Puis ensuite la banque, combien de temps? Eh bien je... C'est qui l'ENA? oh là là, t'es classe, JP. Eh bien écoute Marie-Love, je vais me renseigner pour la semaine prochaine puisque j'ai remarqué que tu étais assidue à l'émission. Donc ça fait plaisir. Et donc moi, samedi soir, 23h30, je rentre chez moi, j'allume la télé. Ah, moi j'ai fait toute l'émission. Et là, j'entends c'était bien. Et j'entends Maria James en larmes. Et c'est vrai que je comprends pourquoi c'est... C'était génial, c'était super. The winner of the Eurovision Song Contest 2017. That's his sister. This is also the longest intro of any Eurovision Song Contest song ever, 18 seconds. C'est pas parti ou quoi? On a 30 secondes à la fin du morceau. Ah oui, parce que je voulais en parler vite fait de la victoire parce que c'est pas rien. On va laisser en fond musical ma poupette parce que... Ah ouais, bah, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je suis l'Eurovision depuis que je suis toute petite. On est très très Eurovision dans ma famille. Et du coup, là, ce qui est très beau dans cette victoire, c'est que le Portugal, l'année dernière, n'a pas pu participer à l'Eurovision. Ça coûte 5 000 € d'inscrire un candidat pour participer à ce concours. Et en plus, bien évidemment, à l'heure actuelle, ça coûte des millions d'euros. Je pense qu'on n'est pas loin des 200 000 balles pour pouvoir créer une chanson, les costumes, les maquilleuses, les coiffeuses et compagnie. C'est dans les présélections, la natte. Oui, mais alors du coup, lui, il arrive. Il y a eu une espèce de crowdfunding ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont réussi à trouver 5 000 balles. C'est sa frangine. Donc on entend chanter avec lui quand ils ont gagné. Il l'a fait monter avec lui sur scène. C'est sa frangine qui lui a écrit la chanson. Il y a 3 accords de violon, 3 accords de piano. C'est très beau, très simple. C'est chanté en portugais, c'est-à-dire que personne ne comprend ce qu'il chante. Et ce jeune homme est dans l'attente d'une grève du cœur. Et oui, et alors ce jeune homme en plus paye pas de mine, il est avec les cheveux en vrac, mal rasé, pas du tout la belle barbe de hipster entretenue, un costard qu'il a dû sortir peut-être de l'armoire de son papa ou d'un pote. Enfin, ils arrivent sans moyens, juste avec leur bonne foi, et d'ailleurs quand ils ont gagné, c'est ce qu'ils ont dit, c'est la musique qui a gagné et pas l'entertainment. Et c'était une victoire absolument méritée et on revient peut-être aux vraies valeurs de ce pourquoi moi j'aime l'Eurovision. C'était vraiment très, très émouvant et puis c'est une victoire méritée. Ben, ça tombe bien que tu sois là ce soir parce que voilà, je savais c'est le talent qui a gagné. Je aimais beaucoup en fait,
en général. Oui, mais moi j'aime bien. Il y a du lourd quand même, hein. Non, mais comme chaque année, il y a du bling-bling. Mais alors là, la nana qui représentait la France, c'était une espèce de copier-coller d'un morceau de Stromae. Bon, alors faut bien se douter que le public Eurovision va pas voter pour ça. C'est pas ça qu'on vient chercher à l'Eurovision. À l'Eurovision, on veut un peu mouiller sa petite culotte avec de l'émotion. Radioactif 101.9, il y en a mardi, c'est terminé pour ce soir. À la semaine prochaine. On retrouve Julien et Job pour War Ensemble tout de suite. Et à Just, bon week-end. Radioactive, il est 23h. Ha ha ha.